Alors bonjour, je suis le docteur Michael Sikora, je suis psychiatre, Bonjour, je suis le docteur Ropertieux, je suis psychiatre. je suis psychiatre et bipolaire, et ça n'est que pour ça que j'ai été invité à France Info, à France Inter. Hein. Comment On est ça? d'accord. Ah bah c'est que pour ça. Je leur ai dit d'ailleurs. Elle m'a dit comment est-ce que vous voulez vous présenter? Et moi j'ai dit, elle m'a dit psychiatre, et moi je dis bah psychiatre et bipolaire parce que c'est probablement que j'aurais pas été invité. Sinon t'as plein d'autres experts sur le sujet. Moi là, je D'accord, suis un vulgus psychiatrus, on est d'accord. d'accord. Et elle t'a confirmé que c'était ça? Elle a dit oui, et elle m'a dit vous êtes une merde. Donc, Ouais, on pas a dit eu ça. un débat. Alors un débat. Alors je te remercie de m'avoir invité. Et c'est vrai que moi j'aime bien parler. Et alors j'ai pas parlé assez longtemps à mon goût. Bon, bah, personne Donc n'a parlé assez c'est vrai que longtemps. malheureusement c'était pas C'est... assez Moi, long. j'ai écouté voilà, 4 intervenants sur 45 minutes de débat avec des interventions pour des musiques, des interventions pour des témoignages de personnes en dehors de la radio. Enfin, C'est vrai que c'est très condensé. c'est très court, quoi. Bah après c'est déjà pas mal. Moi je suis très content. Mais il y a pas mal de trucs que j'aurais voulu aborder que j'ai pas eu le temps de faire. Et donc c'est la suite. Si ça marche. Ok. Donc, j'insiste, il y a des services de psychiatrie qui sont sûrement très bien. Je n'ai aucun doute. C'est pas, je suis pas en train de dire tous les psychiatres sont nuls, tous les praticiens hospitaliers sont nuls, tous les machins. Ça n'a, vraiment, c'est la qualité des soins en psychiatrie est largement insuffisante. Et honnêtement, c'est normal, c'est humain. Mm. On n'est pas fliqué et du coup, on n'est pas bon. Ça n'a rien d'une critique. Honnêtement, c'est la suite d'un comportement fondamentalement humain. Et si demain, tu supprimes les limitations de vitesse et les prunes, je te promets que les gens vont rouler plus vite. C'est sûr. C'est du comportementalisme de base. Donc, faut pas s'offusquer. Ouais, il dit qu'on est nul, machin. Moi, j'ai fait aussi n'importe quoi. Et si tu prends des internes aux États-Unis et que tu leur fais passer des questions pratiques, ils t'emplafonnent des psychiatres choisis au hasard en France. Et peut-être moi aussi, je suis prêt à faire l'étude n'importe quand. N'importe quand. S'il y a des gens qui sont chauds, on peut le faire. Je connais des internes en psychiatrie aux États-Unis. On peut faire ça à la radio, honnêtement. Ça peut être épique. Donc, vraiment, il n'y a pas de miracle. C'est pas grave, mais on peut pas non plus faire comme si c'était pas un problème. Bah ça fait partie du problème parce que là, on parle de la contention et une des plaintes qui revient quand même le plus souvent, c'est la contention mal faite ou abusive. Donc, clairement, la notion de la compétence des psychiatres et des Ah bah soignants oui, en des général, soignants. existe, quoi. Enfin, Et la façon dont tu prescris avant va diminuer, va influencer la façon dont tu peux avoir tes contentions ou pas. Tu vois, je veux dire, les gens sont moins agressifs quand ils sont bipolaires et qu'ils prennent du lithium et qu'ils répondent au lithium. Les prescriptions de lithium sont extrêmement faibles, les prescriptions de clozapine sont extrêmement faibles. Et ça, c'est des trucs qui marchent, mais qu'on n'arrive pas à appliquer. Donc, tu vois, je me dis, je vois pas comment on va appliquer un truc dont le niveau de preuve est moins clair et qui est beaucoup plus difficile à compliquer. Tu vois, pour moi, c'est pas compliqué. Je veux dire, tu mets un warning sur les logiciels médicaux, tu vois. Quand il y a marqué diagnostic bipolaire, si tu prescris un antidépresseur, le truc bloque. Et tu dois répondre à la question, est-ce que tu as pensé au lithium? Et si tu mets oui, il te prescrit le lithium à ta place. Et si tu mets non, tu peux pas cliquer. Tu es obligé de cliquer sur oui, tu vois, ça te fait le truc. Et comme ça, tu testes le lithium. Ça va pas compliqué. Plus ça va, plus on a de neuroleptiques. Et après, plus le temps va, moins il y a de lithium. Et on est là en train de dire, faudrait qu'on revoie la contention. Mais attends, mais si tu soignes les gens correctement, déjà, tu auras moins de besoin de contention. C'est prouvé. C'est prouvé. Ça, c'est très clair. Donc voilà, on peut pas juste faire l'impasse sur, parce que dans les autres pays, il y a des formations médicales continues et c'est pas qu'une question de connaissance pure, on est d'accord? Il y a aussi une culture, un état d'esprit. Je sais que ma pratique n'est pas suffisante pour évaluer la pertinence de ce que je fais parce que c'est biaisé. Il y a des facteurs confondants. La médecine a massacré des gens pendant 2000 ans avant qu'on ait des premières études randomisées. Enfin, c'est pas pendant 15 ans, c'est 2000 ans. Plus que 2000 ans même. C'est ouais. Et donc, enfin, je veux dire, on peut pas juste faire. Pas que 2000 ans. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire. On peut pas, enfin, tu vois, après, il y a Hippocrate, tu peux pas juste faire l'impasse sur ça. C'est pas possible. Tu peux pas dire. Et donc, en fait, quand les gens se forment, ils apprennent les limites de leur raisonnement clinique, ils apprennent les limites des comportements humains et ils impliquent, tu vois, ils font un mélange artistique parce que c'est un art, on est d'accord, entre ce qu'on a dans les études, selon les types d'études et ce que moi je vois, parce que moi, si tu me demandes, le PRAMI,
ça sauve des vies. Pour moi, le pramipixole, ça marche de malade. J'ai des gens qui me disent, mon Dieu, je retrouve mon fils, ça fait 5 ans que je l'avais pas vu comme ça, qu'est-ce que vous avez fait après 2 doses? Donc, soit j'ai découvert le miracle à la dépression humaine, soit je suis un peu biaisé. Hein, et je le sais parce que j'ai à côté des études randomisées et tu vois, j'ai une autre façon de faire les choses. Donc, c'est vraiment important, tu vois, c'est pas juste, oh, bah, au pire, c'est des connaissances qu'on n'a pas. Ça te modifie la façon de pratiquer, ça te rend plus humble, ça te rend plus suspect sur ce que tu fais. C'est indispensable. Et donc, quand t'as pas ça, du coup, c'est plus compliqué quand tu vas dire aux gens, on va changer les pratiques. Parce que si tu es avec des gens qui sont rendus compte, avec les études et le savoir scientifique collectif auquel tu participes, dont tu t'abreuves, en fait, c'est pas nouveau, tu vois. Moi, j'ai pour la première fois appris que je faisais n'importe quoi en regardant les études. Ah merde, en fait, visiblement, ça marche pas, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas nouveau. Donc, t'es moins hermétique. Alors que si jamais tu dis que ce que je fais, ça marche, le reste, je m'en fous, on vient dire, on va peut-être essayer de faire moins de contention. Les gars, ils en ont rien à foutre. Toujours pas pourquoi je me ferais chier. Donc, c'est vraiment important. Tu peux pas juste faire l'économie sur la formation médicale continue obligatoire. Et donc, encore une fois, on arrive à un stade où même le meilleur psychiatre du monde, il peut pas faire grand-chose à Laval. Il est tout seul. Le gars, là, le confrère, va y avoir des contentions. Hein. Je vois pas comment tu. Ah oui, tu veux dire là, oui, le confrère. Le confrère là, qui se retrouve là. Il y a des endroits où il y a plus rien. Alors, je trouve moi honnêtement qu'il y a une certaine hypocrisie, alors que les services d'urgence ferment, alors que les services de psychiatrie ferment, alors qu'il y a des trames de tous les côtés. Dire, allez, on va abolir des contentions. Tu n'as pas assez de choses dans ton sac pour tenir ce genre de discours. Oui, c'est pas de l'hypocrisie, mais c'est ou alors du déni, ou je sais pas quoi. Mais tu vois, c'est comme quand les chercheurs. C'est un poil présomptueux. C'est un poil présomptueux, tu vois, comme quand Trump il dit, il commence à faire chier les chercheurs parce qu'il impose des trucs, des machins, et que Macron il dit, on est prêt à ouvrir et à récupérer tous les chercheurs des États-Unis, c'est un chouïa présomptueux. C'est-à-dire, quand tu regardes le budget de la recherche et l'état de la recherche en France, tu vois, c'est un chou, tu vois, c'est un peu bizarre. En tout cas, pour la médecine, c'est un peu bizarre. Tu vois, je me dis, est-ce qu'il se fout de nous? Est-ce qu'il est pas au courant? Est-ce qu'il est peut-être un poil trop en forme? Tu vois, je sais pas. Donc voilà, faut quand même mettre les choses en place. C'est un peu pareil pour les infirmiers, on est d'accord. On peut parler, oui. Il y a de moins en moins d'infirmiers. Bref. On a eu la remarque, la critique, parce que t'es inclus de temps en temps sur les critiques. Sikora avait sa femme là, heureusement qu'elle le modère un peu, sinon ce serait une catastrophe. Je vous emmerde. De rien, ça me fait plaisir. Moi, ça me concerne un peu. Alors, j'ai fait que 7 ans à l'hôpital public, on est d'accord, c'est pas énorme. Il y en a qui en ont fait beaucoup plus. Et je suis parti parce que j'avais des problématiques de privation de liberté. Entre autres. J'étais fondamentalement pas d'accord avec le fait de trop garder les gens hospitalisés, trop attachés, trop sédatés et trop machin. Et j'avais en face de moi des équipes. Alors, pas tout le monde dans l'équipe, mais suffisamment pour que ça clive. Et c'était devenu insupportable. En tout cas, je ne supportais plus. Okay. Donc, ça me touche un petit peu quand même parce que moi, en vrai, je préfère bosser à l'hôpital public. Oui, ou à l'hôpital pas public d'ailleurs, mais je préfère les situations hospitalières. Moi, j'aime bien quand on stresse, tu vois, de voir des gens qui vont bien. Après, je suis content quand ils vont bien, mais ça m'intéresse beaucoup moins. Il n'y a rien à faire. Moi, j'aime bien quand c'est la galère de ouf. C'est ça. Non, mais aussi pour dire que les contentions et tout ce qui est privation de liberté, c'est pas un plaisir. Donc ça. Ah oui, c'est l'enfer. Oui, vraiment, c'est l'enfer. Ça, tu l'as dit dans l'émission, mais c'est vrai que. Moi, plus ça va, moins je vais vers le soin sous contrainte, parce qu'on peut pas faire de contention en hôpital, en psychiatrie libérale, mais on peut faire des soins sous contrainte. Ce qui m'a valu quand même dernièrement une tentative de suicide chez une patiente qui m'avait dit qu'elle avait des idées suicidaires, mais qu'en était pas les hospices. Voilà, qu'on était à sa énième, et ce qui m'a valu un petit mot sur le compte rendu de l'interne de Réa, qui note que la patiente a fait une tentative de suicide, a vu sa psychiatre dans les jours précédents et lui a dit qu'elle avait, alors qu'elle lui a dit qu'elle avait des idées suicidaires, tu vois, un truc comme ça. De toute façon, nous, on en envoie suicidaire, pleine balle à l'hosto, hein, mais ils t'hospitalisent pas, pour être hospitalisé. Ah oui, j'en ai plusieurs qui se sont fait. Mais oui, il faut arriver avec les pompiers, c'est pas compliqué. Le seul que j'ai réussi à hospitaliser, c'est un patient qui a décompensé complètement, qui a pas dormi de la nuit 3-4 jours et qui commençait à penser qu'on allait le tuer, etc. Et du coup, les pompiers, c'est le seul. Sinon, ils sont systématiquement refoulés aux urgences. Systématiquement. Il y a des fois où tu les envoies, ils reviennent avec du tertiaire. Est-ce que tu te fous de moi, quoi. Oui. Non, et ça, c'est pas contre les urgences. Ils sont sous l'eau. Qu'est-ce que tu veux faire?
Donc voilà, donc je suis quand même concerné. Je sais pas si je suis pertinent, mais je suis concerné sur la privation de liberté parce que j'étais vraiment pas d'accord non plus. Et donc c'était un échec parce que j'ai fini par me casser. Et pourtant on avait fait sortir pas mal de patients. Honnêtement, il y a quand même la majorité des patients qui sont sortis, la majorité écrasante qui sont restés dehors, mais ça ne suffisait pas. Tu vois. Oui, il y a un gros mismatch entre toi qui essayais de décontentionner et les soignants bloc magique. Il y avait un bloc. Et alors après, honnêtement, des fois, tu le vois, je l'ai vu dans un bouquin là. Allez, je prends le risque de vous décontentionner, mais c'est pas le psychiatre qui prend le risque, c'est sur les patients, c'est que ça tombe les soignants. Si ça se passe pas bien, c'est pas les psychiatres qui prennent le risque en fait. Voilà. Je prends le risque pour les soignants. Donc ça. Tu peux discuter avec les soignants, etc. Et là, c'est un vrai problème quand tu as 3 soignants qui disent allez, on décontentionne, et quand il y en a 4 qui disent en fait, moi j'ai peur de me faire taper dessus. Là, il faut vraiment du boulot. Il faut être bon. C'est des compétences que moi je n'avais pas, clairement. Il faut du temps. Enfin, tu vois, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. C'est ça qui s'est passé, c'est que tu t'es retrouvé face à des soignants qui finalement avaient peur, quoi. Donc, se sentaient pas insécurisés. Qui avaient peur. Quand je leur donnais des études, ils en avaient rien à faire. Ça n'avait aucune valeur. Je veux dire, oui, mais nous, ça fait 5 ans qu'on fait comme ça, donc ils en avaient rien à foutre. De tout le savoir théorique que je pouvais apporter. Probablement que j'étais vraiment pas très doué sur ça, tu vois. Mais moi, enfin, je veux dire, l'hôpital psychiatrique, pour moi, c'était constamment la question de est-ce que je fais sortir les gens plus tôt et comme ça on a un peu d'alliance, ou est-ce que je les fais sortir trop tard et ils reviennent plus jamais? Et c'était honnêtement un problème, mais quotidien. Quotidien. Est-ce que je mets plus de médocs? Comme ça, l'équipe est rassurée. Est-ce que j'en mets moins? Comme ça, le patient n'est pas shooté et il arrête pas tout. Parce que quand les gens arrivent et tu leur défonces la gueule, ça commence mal. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça aussi que c'est bien d'avoir un médecin qui gère l'urgence et un autre qui gère le suivi en chronique. Alors effectivement, là, mais là, c'est encore un autre truc. Mais c'est vrai que ça aurait été très bien d'avoir... c'est très bien, je pense, quand tu es aux urgences, de faire toi-même le soin sous contrainte. Et comme ça, c'est pas celui qui suit en secteur qui fait le soin sous... Mais ça, c'est peut-être un peu plus spécialisé. Donc voilà, moi, c'est des choses que je n'ai pas réussi à faire très clairement. Donc il y a ce contexte-là. Je passe sur la contention. Est-ce que c'est du soin? C'est une question qui n'a aucun sens, à mon avis, qui n'a aucun sens. Oui, il dit ça parce que ça a été un sujet qui a été abordé. C'est pas lors de l'émission, mais c'est un truc classique. Est-ce que la contention c'est du soin, machin? En fait, c'est pas ça qu'ils disent, c'est qu'ils disent d'emblée, on rappelle que la contention c'est pas du soin. Donc quelqu'un disait que c'était parce que visiblement il y a des gus qui disent que la contention c'est du soin, ça permet de calmer machin, mais ça c'est de la sémantique, qui moi honnêtement me donne la nausée si tu veux. C'est comme est-ce que le TDAH c'est un trouble neurodéveloppemental ou pas? Est-ce que l'autisme est une maladie? Mais c'est des trucs qui servent à rien. La seule question à mon avis, c'est est-ce que c'est efficace ou pas? Et du coup, pour savoir si c'est efficace ou pas, faut avoir un objectif. Est-ce que la contention de monsieur D à 82 ans en post-op d'une chirurgie cardiaque lourde alors qu'il est confus, est-ce que c'est efficace pour éviter qu'il déambule dans les couloirs et qu'il se mette à boire les gels de solution hydroalcoolique? Probablement que c'est très efficace pour éviter ça. Et probablement qu'on pourra te répondre que oui, mais si les soignants s'occupaient mieux de lui, monsieur machin déambulerait pas. Tout mais est là possible. Encore revient la question du manque de moyens et de personnel. Est-ce que c'est efficace alors qu'il n'y a pas assez de soignants, machin, tu vois? Je te dis pas c'est bien ou c'est pas bien, c'est est-ce que c'est efficace. Si tu me dis est-ce que la contention est efficace pour apaiser un patient bipolaire décompensé, probablement que la réponse c'est non. Je ne pense pas que qui que ce soit puisse sérieusement dire que ça a des vertus thérapeutiques intrinsèques, c'est de la réduction de risque. Je pense pas que ça vaut le coup de perdre son temps à parler à des gens qui disent c'est du soin, à mon avis. Je sais pas con. Voilà. Chacun fait son truc, mais du coup, je passe sur ce sujet parce que c'est toujours le premier truc dont les gens parlent et ils l'ont pas fait d'ailleurs, là. Non. On n'a pas trop passé de temps dessus. Il y a quand même quelqu'un qui a dit. Oui, c'est un espèce de réflexe, c'est pas du soin. Oui, c'est pas du soin. D'accord. C'est pas thérapeutique. C'est pas thérapeutique. Mais je crois que la SAS a statué. Il est impossible de répondre à la question est-ce que les contentions sont nécessaires sans parler du public auquel on s'intéresse. C'est toujours la même question. Est-ce que la contention est nécessaire chez un patient qui n'a jamais été violent, qui est d'accord pour tout prendre et qui est en sous-contrainte juste parce que il a refusé de signer les papiers en soins libres il vient en disant qu'il va sauver l'hôpital public et que c'est ses premiers moments de gloire. Non, c'est pas nécessaire. Il n'y a pas d'autre. Est-ce que la contention chez quelqu'un qui a une encéphalopathie et qui fait une catatonie agitée est nécessaire?
Tu vois, ça se complique un peu. Oui, je sais pas. Ça se complique un peu. Donc moi, si tu me dis toutes les contentions sont nécessaires ou pas, en fait, je sais pas te répondre. Honnêtement, je sais pas te répondre. Par précaution, je te dirais, il est possible que ce soit nécessaire à un moment ou à un autre. Ça me paraît extrêmement ambitieux de dire on n'a jamais besoin de contentionner plus personne, quelle que soit la situation. Et alors, si tu me dis toutes les contentions, on est d'accord, c'est contention mécanique, contention humaine, toutes les contentions, je veux dire, on peut supprimer les contentions, il n'y a plus besoin. À voir, ok, vraiment à voir. Et alors, en psychiatrie, en médecine G, en réa, enfin, je veux dire, partout, tu vois, les sevrages alcooliques avec les delirium tremens, il y a plus besoin, on est tranquille. Enfin, ça me paraît méga ambitieux, pourquoi pas. Peut-être que c'est le cas, mais il va falloir que tu montes des données sévères, tu vois, je veux dire, un minimum de données. Pas, il y a un hôpital psy où ils font pas de contention. Ça n'a rien à voir. Je veux dire, c'est pas du tout le sujet, toi. Est-ce que tu peux abolir la contention dans tout le pays, tout le temps? Moi, honnêtement, je serais le premier content. Je suis le premier content. Et ça, c'est un truc, je trouve qu'on en a pas assez parlé. Les psychiatres détestent faire ça, les soignants détestent faire ça, les patients détestent recevoir ça, mais tu as quand même 90% des hôpitaux qui le font. Alors, soit ils sont crétins, ces hôpitaux, soit ils sont coincés et ils n'arrivent pas à s'en sortir et il suffira d'un signe et de quelques mesures bien sensées pour arriver à le supprimer. Honnêtement, j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que ça arrive. Mais le trip les psychiatres, je sais pas, elles prennent plaisir à contentionner, je sais pas quoi, ça me paraît complètement fou. Ça me paraît dingue. Il faut faire gaffe. Tu m'arrêtes, hein. Il faut faire gaffe à contention en tant que nécessité inévitable et contention en tant que what the fuck. Tu vois, donc genre le coup et j'ai mis contention, mais n'importe quelle mesure de restriction de liberté. On a eu l'exemple au téléphone de quelqu'un qui était en train de délirer et qui avait peur. D'ailleurs, c'était un intervenant au téléphone qui était pas avec nous, qui était en train d'halluciner et qui avait peur que la famille soit décédée, la famille soit décédée. Évidemment que dans cette situation, tu prends le téléphone et tu files le téléphone aux concernés. Évidemment, c'est une évidence. C'est des espèces de résidus de vieilles façons de faire, des secteurs de priver de tout d'emblée dès que les patients arrivent. Enfin, et clairement, il y a un manque de souplesse à ce sujet-là. Il y a des politiques de secteur comme ça qui sont inamovibles. Quand on est arrivé sur Laval, c'était ça. Je sais. T'es en soins sous contrainte, t'es en pyjama. What? Ah ouais, c'est ridicule. Enfin, c'est voilà, des politiques de secteur comme ça qui sont complètement inamovibles, alors que enfin vraiment, il suffit juste d'introduire un peu de souplesse. Et sauf si t'as des RCT, sauf si t'as des études randomisées, s'il te plaît, randomisées, donc ce sera pas contre placebo, mais qui te montrent que le pyjama fait que les gens sont. Mais je pense que t'as pas d'études comme ça. Mais non, mais c'est pas ça. Mais le pyjama, tu vois, il y a un côté très pratico-pratique de si le mec fugue, on voit que c'est un mec en pyjama, tu vois, il est plus facile à repérer. Mais attends, moi, le gars qui a fugué, il était en pyjama. Non, mais il traçait, il aurait pu avoir n'importe quoi, de toute façon, on n'allait pas le rattraper. Il fugue, et les patients voient que, mais si tu fugues, tu fugues en pyjama. Ça, déjà, tu vois, à la limite, tu peux l'entendre, mais ça doit quand même être adaptable au cas par cas. C'est ça. Mais du coup, au début, nous, effectivement, c'était, Michael, tu l'as pas mis en pyjama, il est 2h du mat, il est d'accord pour venir, il n'était pas d'accord pour venir, et du coup, on a dû appeler sa mère, et en fait, il est d'accord maintenant qu'il a signé, donc il garde ses fringues, il va pas se foutre en pyjama, c'est quoi ces conneries Donc ça, effectivement, c'est des trucs qui sont cons. Mais ça, honnêtement, c'est pas compliqué. Moi, un jour, il se passe ça. J'arrive en pyjama, et on me fout en pyjama sans raison, mais je te fous un procès au cul derrière. Mais ça, et puis si on te prive de téléphoner à qui que ce soit, c'est chaud aussi. Mais t'as intérêt à le tracer. Là, c'est une putain de privation de liberté, parce que même dans les services où on prive de téléphone portable, en général, on laisse appeler avec le téléphone du service. Mais oui, il y a plein de solutions. Il y a plein de solutions. Et il y a aussi des fois où tu peux pas laisser les gens téléphoner. Ah oui, ça arrive. Un patient bipolaire qui était en train d'insulter. Enfin, si t'en as une qui est en train de délirer sur le fait qu'elle a peur que sa famille soit morte, franchement. Donc là, j'insiste, le problème n'est pas, c'est pas le problème de est-ce que la contention, est-ce que l'isolement sont pertinents. C'est le problème ce sont des mesures qui, quand elles sont mal faites, sont catastrophiques. C'est ça. Mais quand vous prescrivez du tertian à des gamins alors qu'il y a 0 étude sur le sujet, c'est une mesure qui est mal faite, une intervention qui est mal faite. Patient bipolaire qui retrouve avec des antidep, c'est mal fait. Il y a une liste de choses mal faites à l'hôpital psychiatrique qui est absolument discutable. Toi, tu peux pas dire non, ça se passe très bien, mais c'est pas pour autant qu'il faut supprimer tout ça, tu vois. Enfin, donc faut pas confondre, tu vois. C'est vraiment, faut pas confondre. Je te dis pas que c'est thérapeutique l'isolement.
Et encore, je suis désolé, j'ai des patients qui demandaient à aller en chambre d'isolement, j'ai des patients qui Oui, on allaient a être tous eu. contentionnés. Bon, Mais en tu général, vois, ces patients-là, ils ont quand même toute une vie d'institutions psychiatriques derrière eux et ah bah non, puis moi j'en ai qui m'ont dit, écoutez, je sens que je vais cogner quelqu'un, je préfère ah qu'on oui, qu'on moi je l'ai pas m'attache. eu ça. J'en ai eu, et c'est pas pour ça que je te dis que c'est bien de le faire, ça n'a rien à voir. C'est juste que je pense que tu n'as ni les données expérientielles ni théoriques pour dire, ben, on supprime tout comme ça, à mon avis. Donc il y a l'UNAFAM qui a statué et qui a dit objectif zéro contention. Moi, je suis fatigué un peu moi. À l'occasion de cette année 2025 labellisée grande cause nationale, santé mentale, l'UNAFAM demande que la France modifie sa législation en abolissant la contention en psychiatrie. Ils n'ont pas précisé contention humaine ou contention mécanique. Oui, parce que les gens savent pas, mais la contention humaine existe aussi. Ben oui, parce que tu as aussi des endroits où ils enlèvent la contention mécanique, mais du coup, ils te contentionnent avec des soignants. Je te dis pas que c'est pas mieux. J'ai honnêtement, malheureusement, je suis pas du tout expert sur le sujet. C'est un truc, je pense Après, forcément, ça dure moins longtemps. Alors, ça dure moins longtemps, ça demande plus de temps soignant. Contentions abusives de 3 jours avec plus des de soignants. temps soignant. Clairement, les contentions abusives comme ça, un peu déconnantes, c'est vrai. Et moi, maintenant, tu vois, maintenant que je t'en parle, quand j'étais interne, on allait faire les tours des chambres d'isolement, oui, effectivement, et quand les gens étaient contentionnés, eh ben, on renouvelait la contention. En moyenne, c'était ça. Les 2 premières années d'internat, c'était ça. Ça dépendait vachement des équipes soignantes. Mais ça dépendait aussi de toi, parce que moi, ça dépendait des équipes soignantes. Et toi, à quel point tu es à l'aise alors que tu es là, tu es interne, ça fait 2 mois que tu es interne. Oui, tu peux pas. Et est-ce que je vous laisse, tu connais rien, est-ce que je vous laisse sortir ou pas? Mais tu vois que le système est profondément merdique. Ouais. Je veux dire, et je crois que ça a été changé maintenant. Les PH, les praticiens doivent faire les chambres d'ISO. Je crois que c'était ça. Mais c'est possible. Je crois que c'était ça. Et là, on voit aussi que c'est important d'avoir une équipe soignante qui est en bon nombre. Et correctement formé sur la gestion des événements d'agressivité du patient. La désescalade et tout. Voilà, tout ça. Parce qu'en vrai, je trouve que c'était surtout ça qui faisait qu'on décontentionnait ou pas. Pas que, mais principalement parce que c'était les équipes qui disaient si on pouvait décontentionner ou pas. Mais après, des fois, il y avait des équipes qui n'étaient pas d'accord. Voilà. Et donc, l'équipe du matin voulait, l'équipe de l'après-midi voulait pas. Toi, tu arrives à 14h, donc ils venaient de se casser, on décontentionne. Le lendemain matin, l'équipe du matin, c'est quoi ce bordel? Enfin, c'est ça, c'était un foutoir. Et c'est, enfin, je veux dire, c'est pas bien ou mal, hein, mais tu vois, il y a des dynamiques qui sont compliquées et que tu pourras pas juste résoudre en disant, bon, on contentionne plus jamais. Tu vois, tu peux pas faire passer une loi, on contentionne plus jamais. Et les infirmiers font, ah bah, ok, d'accord, bon, tu vois, je veux dire, alors peut-être, hein, mais il va falloir du temps, il va falloir des moyens, des trucs que t'as pas. Tu peux même pas voir les gens aux urgences, de quoi tu parles. Donc voilà, donc l'UNAFAM a fait passer ça, je pense que ça a été bien de préciser. Moi, honnêtement, j'aimerais bien que l'UNAFAM soit dans les services. Ouais. L'UNAFAM, c'est l'union des familles, grosso modo, de personnes concernées. Et moi, mais c'est que mon avis, je vais peut-être pas me faire d'amis avec ça. J'ai l'impression que l'UNAFAM est dans les différentes réunions et les différents rendez-vous plus ou moins utiles. Ils viennent dans les services de fait pour voir leurs proches. En général, ça a commencé par ça quand même. Non, mais tu vas améliorer les soins en psychiatrie demain. Tu mets un délégué de l'UNAFAM dans chaque service. Paf, demain, ça tourne mieux. Ah bah oui, je pense. Demain, tu vois, demain les familles sont plus appelées. Demain, tu laisses écrire dans le dossier med. J'ai demandé au médecin pourquoi est-ce qu'on avait 3 neuroleptiques. Le médecin m'a dit. Juste le fait d'avoir un contrôle externe. Demain, tu mets un gars de l'UNAFAM, ça marche, tu vois. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu vois, les gens ils sont là, c'est bien de râler, mais ici Corave, il a jamais de. Ben, voilà, t'as une proposition facile, tu vois, facile. On n'a pas d'RCT. Attends, on va le faire. Et puis si on verra si les gens s'améliorent pas. Parce que là, ça nous engage à pas grand-chose, tu vois. On est d'accord. Parce que ça peut permettre quand même l'amélioration des soins et ça peut permettre aussi à l'UNAFAM d'avoir des propositions un peu plus réalistes parce que c'est vrai que souvent, je trouve parfois qu'il y a des propositions de l'UNAFAM qui sont très. Pour moi, ils se font embrigader. Pour moi, ils se font avoir dans le truc, tu vois, sur ça. Trop extrême dans certains. Pour moi, ils se font avoir, mais bon, ils sont. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des études randomisées sur le sujet. Alors, pour ceux qui, je vais le redire après, mais pour ceux qui savent pas, si je prends des patients qui ont eu de la contention et que je regarde ce qui leur arrive, ils vont avoir des problèmes plus importants parce qu'ils ont été contentionnés, mais aussi parce que c'est les patients les plus graves. Ça s'appelle les facteurs confondants. C'est ça. Tu peux faire absolument tout ce que tu veux, tu auras toujours ce problème dans des études où tu observes ce qui se passe parce que tu sélectionnes des gens qui sont de base plus graves. C'est aussi simple que ça. C'est la base
de la médecine. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Tu vois, tu peux pas faire sans ça. Donc, c'est une étude randomisée. Elle est juste randomisée, on est d'accord, il n'y a pas de placebo, hein, il n'y a pas de double aveugle, je sais pas quoi. Les gens, ils arrivent, ils sont agités. Quand tu es sûr que tu peux pas faire autrement, tu les contentionnes. Ceux-là, paf, ils sont pas dans l'étude. Quand ils sont méga graves, paf. Okay. Et quand tu hésites, tu les randomises, tu prends ta boule là et tu dis, bah, lui, tiens, la boule dit qu'on l'isole, la boule dit qu'on le contentionne. Okay. Et tu regardes s'il y a une différence à la fin sur comment ils vont. Okay. Et ça, c'est bien parce que du coup, t'as pas ce biais de sélection, le hasard, et du coup, tu n'as pas contentionné que les gens les plus graves. Tu vois, okay. Tu vas me dire, est-ce qu'il n'y a pas le comité d'éthique qui a pas merdé un petit peu là, parce que quand tu n'es pas sûr, normalement, tu les contentionnes pas. C'est ça. On est d'accord. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le comité d'éthique a dû se dire un truc du genre, ben oui, effectivement, faut que les patients consentent. Mais si les patients consentent, ils font un peu cet effort pour le bien commun de éventuellement se faire contentionner alors que c'était pas nécessaire. Donc, tu vois, ça demande un peu de réflexion quand même. Mais on n'a pas mieux que ça. Et j'insiste, hein, même dans une étude randomisée comme ça où les types, ils avaient quand même des grosses balls, ils sont pas amusés à ne pas contentionner ce qui était compliqué. Ok, donc en gros, il y a pas de différence entre les gens qui se sont fait contentionner et les gens qui se sont fait isoler seulement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de différence parce que malheureusement l'étude, il n'y a pas assez de patients, donc probablement que ça pose problème. Il y en a une deuxième étude qui est assez similaire, qui trouve pas de différence non plus. Et donc, ils trouvent pas de différence sur les scores de traumatisme. Donc ça, c'est important parce que t'as au moins une étude qui dit que l'un est pas plus traumatisant que l'autre. Après, tu peux dire, ouais, mais ton étude, elle est pourrie et tu peux me critiquer l'étude et je serais ravi de voir la critique de cette étude parce que ça fait partie des compétences médicales qu'on doit tout savoir. Mais tu peux pas me dire, la contention traumatise tout le monde sans mentionner cette étude, c'est pas possible. C'est une omission d'un fait essentiel, tu vois. Tu peux juste pas le dire. Je dis pas que c'est pas le cas, mais tu peux pas juste passer sous silence ce genre d'études. Alors après, effectivement, les gens qui sont pas fans de la randomisation, etc., on peut faire un truc plus simple. On peut regarder, tu prends un hosto, et puis tu regardes comment ça se passe d'habitude. Puis tu mets une première intervention où tu formes les gens à diminuer les contentions. Okay. C'est la partie importante de la vidéo, à mon avis. Et puis après, dans une deuxième partie de l'étude, tu mets carrément une sanction administrative. Il faut demander l'autorisation avant de contentionner. Donc là, tu es sûr que tu contentionnes que les gens bien. Donc tu as première étape, puis deuxième étape. Okay. Et là, il y a deux populations différentes. Tu as l'unité de soins intensifs et l'unité de soins de suite, grosso modo. Donc ça, c'est cette étude-là. Donc c'est cette étude-là. Donc il n'y a pas de randomisation. C'est juste, tu regardes ta population avant l'intervention et tu regardes après. Et tu vois s'il y a une différence. Si tu vois qu'il y a moins de contention, mais 8 fois plus de blessés, bah tu te dis, il y a peut-être un souci. Tu vois. C'est pas le cas, mais tu vois. Et du coup, la conclusion de l'étude, c'est on peut diminuer les contentions mécaniques, il n'y a pas de problème. Il faut un strong leadership, etc., etc. Donc ça, c'est la conclusion de l'étude. Donc, il faut pas lire que les conclusions des études, il faut lire les études en entier. Je précise parce que il y a des gens qui se font quand même un peu avoir de temps en temps, visiblement. Si tu lis que la conclusion de l'étude, c'est plus rapide, mais ChatGPT peut faire ça pour toi aussi bien, quoi. Okay. Donc eux, ils disent que ça pose pas trop de soucis. Et alors, en fait, on peut regarder les données. Donc ça, c'est cool. Donc AAU, c'est les soins intensifs et CTU, c'est les soins de suite. Baseline, c'est au début, avant qu'on fasse quoi que ce soit. Phase 1, c'est après avoir formé les soignants à la désescalade et différentes techniques, machin. Et phase 2, c'est une fois que tu as mis carrément l'obligation d'avoir une autorisation avant de contentionner. Okay. Et donc là, tu vois que dans les soins intensifs, contention mécanique, on passe de 157 à 113 à 6. Donc, ça tape dans le beurre sévère. Tu as beaucoup moins de contention mécanique, on est d'accord? Donc, ça marche. OK? Isolement, on passe de 165 à 280. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé parce que mine de rien, tu te faisais beaucoup plus isoler. Donc là, c'est ce qu'on appelle un transfert. Tu vois, vu que tu contentionnes pas les gens, tu finis par les isoler ou tu finis par leur mettre des psychotropes. Tu vois, c'est pas juste ça disparaît. Et après, on est à 196. Bon, ce qui reste plus qu'en baseline. Ce qui reste plus qu'au début.
Qu'est-ce qu'il m'a fait? OK. Là, tu as les contentions manuelles. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Tu as les contentions manuelles et tu passes de 580 à 1040 à la phase 2. Donc là, tu as fait exploser les contentions manuelles. On est d'accord. De la phase de base à la phase 1, tu perds une cinquantaine de contentions mécaniques, mais tu doubles tes contentions manuelles. Alors là, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et phase 2, tu es toujours à 900. Le si besoin pour l'agitation, PRN for agitation, tu passes de 4005 à 6008. Okay, donc ça augmente aussi. Donc là, tu as 3 transferts, on est d'accord. Hein, tu fais plus, Assault, tu passes de 520 à 780. Donc là, je sais pas trop. Ah, voilà, ok. Et les blessures, donc assault. Alors après, il faudrait, pour bien faire, qu'on définisse qu'est-ce que c'est un assault, tu vois. Et blessure, 23. Pour ceux qui parlent pas anglais, c'est agression. Ouais, mais tu vois, dans l'étude, on sait pas trop ce que c'est. Donc voilà. Donc là, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'avoir de commentaires et de quelqu'un qui nous dit c'est bien, c'est pas bien. On a les données directes, c'est parfait. Et en soins de suite, on passe de contention mécanique, on passe de 19 à 3, donc on coupe dans le lard sévère. Et après, phase 2, 0. Isolement, on passe de 15 à 37, tu vois, donc ça double. Et après, on passe à 45. Donc tu vois, tu as 19 contentions en moins, mais 20, enfin même 30 isolements en plus. Donc si le traumatisme de l'un est équivalent à l'autre dans des autres études, tu vois, tu sais pas trop si c'est un bénéfice net. Contention manuelle, tu passes de 127 à 200. Les si besoins pour l'agitation, tu passes de 507 à 927 à 1200. Donc ça explose, on est d'accord. Et assault, ça diminue et injury, ça diminue. Donc là, quand tu regardes le truc, tu te dis, c'est pas si clair tout ça, tu vois, on est d'accord. Donc moi j'insiste, je vous dis pas il faut abolir la contention. Ce que j'aimerais, c'est que quand on discute sur le sujet, on ait des données et qu'on commente les données. Et si on n'a pas de données, qu'on fasse le nécessaire pour avoir des données. Le reste n'a aucune importance, honnêtement. Le reste n'a pas d'importance. C'est vraiment pas compliqué. Et alors en fait, il y a une petite astuce. L'astuce c'est la suivante, c'est que dans le groupe 1, donc le soin aigu, où on a vu qu'il y avait une augmentation majeure d'à peu près tout, et ben c'est que ils sont 2 fois plus. Ils étaient 580, phase 1, ils sont passés à 1250, et phase 3, ils sont à 1083. Parce qu'en fait, il y a un autre hôpital qui s'est greffé dans ce groupe, au milieu de l'étude. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pas grave, parce que si c'est les mêmes patients, on peut faire au prorata, ça se passe bien. Mais du coup, c'est compliqué de comparer les données. Eh ben, c'est pas compliqué. C'est pas les mêmes patients. C'est vraiment pas compliqué. On passe de impulse contrôle, il y a 3% à 1%. Donc, les patients qui viennent, ils sont juste complètement différents que les patients qui étaient. Donc, en fait, imagine si je te fais à l'extrême. Imagine si les patients qui ont joint le groupe, ils ont jamais aucun problème. Je te dis pas que c'est le cas, mais à l'extrême, ils ont aucun problème. En fait, ces données sont tout à fait bonnes et t'as fait exploser tes problématiques de restrictions de liberté diverses. Si jamais ils sont plus graves, c'est mieux, mais toi, t'en sais rien. Donc, sur ce groupe-là, t'en sais rien. Par contre, sur le groupe soins de suite, tu le sais, ça n'a pas trop bougé. Donc, t'as ces données-là. Donc, tu vois, moi, si un jour, je fais un débat, je sais pas où, eh ben, j'aurais bien pouvoir présenter l'étude et que le cas, ils me disent, bon, ben, ton étude, elle est pas bonne parce que, et là, on peut discuter. Mais tu peux pas juste ignorer complètement l'étude et dire, ça n'augmente pas les psychotropes, ça n'augmente pas les contentions machin, ça pose pas de problème. Tu vois, c'est pas possible. Je veux dire, c'est pas possible. Tu as des données qui sont qui crèvent les yeux. Okay, et donc, pourquoi avoir besoin d'études randomisées? Randomisées, je l'ai déjà dit. Voilà. Alors, en France, on n'a pas d'études randomisées et on n'a pas non plus d'études interventionnelles. On n'a rien. Hein. Les 2 premières études, elles étaient randomisées et c'était une intervention. La seconde étude, elle n'était pas randomisée, mais elle était observationnelle, interventionnelle, on faisait quelque chose, ok. Et là, il y a PledCare qui fait partie des trucs cités partout. Moi, avant d'aller à France Inter, là, j'ai demandé, bon, ben, vous avez des articles que vous pensez indispensables à lire. Et il y a tout le monde qui m'a dit, bon, ben, il faut lire PledCare. Donc, ils ont fait 2 papiers à ma connaissance, plus un article dans le journal Santé Mentale, je crois. Premier papier, il y a rien de très intéressant dedans, de très utile, toi. Bon, écoute, ils font un peu un état des lieux. Bon, ok. C'est pas que c'est pas intéressant, mais je sais pas trop quoi faire avec. Et puis le deuxième papier, c'est un truc observationnel
et on a des données sur les gens qui ont été hospitalisés en soins sous contrainte dans différents hôpitaux. Donc là, c'est dans 3 hôpitaux. Je crois que c'est sur une semaine. Je veux dire, pourquoi pas, hein, mais je sais pas ce qu'on est censé faire de ça. Je ne vois, en tout cas pour ma part, pas de choses exploitables là-dedans. Il y a des inégalités en termes de pratique et du coup des inégalités en termes de prise en charge et donc entre autres de contention. Mais je vois pas en quoi c'est la preuve de quoi que ce soit. Je vois pas comment me servir de ça. En tout cas, c'est vraiment extrêmement préliminaire et très en retard sur ce qu'on peut avoir ailleurs. Donc c'est vrai que depuis le temps que ça marche, le truc PledCare là, moi ça me paraît un peu lent. J'espère que, enfin, je vois pas trop ce qu'on va faire avec de ça, mais je me trompe. Peut-être qu'il y a des études que j'ai pas vues, mais pour le moment, j'ai vu ça. Donc l'association des jeunes psychiatres et jeunes addictologues là, on dit qu'on pouvait s'en passer parce qu'il n'y a pas plus de psychotropes, il n'y a pas plus de transferts ou de violence, il n'y a pas plus de personnel. Bon, moi, vu les données, je suis pas convaincu. On est d'accord, il va falloir. Et encore une fois, je dis pas que c'est vrai et que c'est faux ce qu'ils disent, hein, mais juste, je pense que ce serait bien de pouvoir discuter sur les données qu'on a là. Alors, en fait, il y a quand même des vrais problèmes. Il y a des fois, dans les papiers, ils disent en Suisse, ils contentionnent plus du tout. Puis quand tu regardes dans le canton, parce que c'est un truc fédéral en Suisse, hein, il y a les lois des différents cantons. Dans le canton, en fait, ils contentionnent exceptionnellement. Enfin, tu vois, c'est pas très évident. Puis après, il y a le centre hospitalier de Valvert, là, je crois, qui est le centre qui ne contentionne jamais depuis 1960. Et alors, tu vas dire, mais quel emmerdeur. Et je vais te dire, oui, mais le premier commentaire sur Google, il date de 2012 et c'est un patient qui dit avoir été contentionné. Donc, soit on dit que les patients témoignent n'importe comment et ça se trouve, c'est même pas un patient, le gars. Bah, ou alors c'est un secteur de Valverde. Ou alors c'est un secteur, je sais pas, non, je sais pas. Mais tu vois, je me dis, bah tiens, merde, tu vois, j'ai vu ça, moi tout de suite, je suis allé voir les avis Google, j'adore ça, et je tombe dessus, et je dis, bah merde, je sais pas trop quoi faire, tu vois, je sais plus trop quoi penser, quoi. Et du coup, j'aurais bien aimé que ce soit adressé, par exemple, parce que tout le monde est en train de dire, Valverde, quand on se jamais, mais est-ce que c'est la mécanique, est-ce que c'est la humaine, est-ce que c'est machin, tu vois, on sait pas trop, vraiment, on sait pas trop. Donc, à mon avis, on a pas mal de travail encore sur ce sujet. Sauf si on fait une étude randomisée, c'est fini, comme ça on n'en parle plus. Tu vois, on arrête de esquive, machin, non, tu fais une étude. Donc le problème, on est d'accord, c'est la mise en place. La question, c'est pas est-ce qu'il existe des endroits où il n'y a pas de contention? Visiblement, oui. Mais tu peux pas te pointer et dire aux gens, on abolit la contention, il y a des endroits où ça existe, du coup, ça va le faire, tu vois. Si tu as une transposition des gros vaisseaux dans l'ouest de la France, ça c'est la maladie de notre fils, paix à son âme. Il va très bien. Il va très bien. Si tu accouches à Angers, tu meurs. Parce qu'en moyenne, ils n'ont pas le plateau technique pour gérer cette maladie. Donc, tu vas à Rennes, je crois. Non, c'est à Nantes. Donc, tu peux pas dire, il y a des endroits où ils le font, donc on va dire qu'on peut le faire partout, tu vois. Enfin, je veux dire, si jamais tu dis qu'on peut abolir les contentions, on sait qu'il faut former les équipes, etc., etc., etc. Ma question, c'est, est-ce que tu as les ressources d'aller former des patients à des trucs aussi techniques que ça, alors que tu n'arrives pas à les former sur des trucs tout cons comme arrêter de mettre du lepticure sur de la catisie ou faire des dosages plasmatiques de temps en temps quand les gens répondent pas au médoc ou mettre de la clozapine après 9 neuroleptiques différents, tu vois, je veux dire, comment tu vas faire pour former, alors que tu n'arrives pas à faire le b.a.-ba de machin, mais comment est-ce que tu vas faire? De quel, tu vois, ça me paraît présomptueux. Arrêter de filer un café aux patients en pleine nuit. Mais oui, il y a des, enfin, je veux dire, t'as des patients en pleine nuit, on leur donnait des cafés parce que ça les détend. Peut-être que c'était des DDAH sévères, mais bon, du coup, la nuit d'après, c'était le foutoir. Enfin, on a plein de trucs un peu surréalistes comme ça, et j'en ai fait des dizaines, et je me suis rendu compte de ça en planchant sur les bouquins et tout le soir. Je me suis dit, oh merde, j'ai fait de la merde, toi, mais je veux dire, t'as pas l'infrastructure pour améliorer les pratiques des gens, tu ne peux pas le faire. Je veux dire, bref. Donc le problème, c'est la mise en place. C'est pas est-ce que ça existe, c'est pas le sujet. Je veux bien que ça existe. Mon problème, c'est montre-moi que tu peux faire ça alors que tu as échoué sur énormément d'autres sujets. Là, c'est un vrai problème. Alors comment tu vas faire? Eh ben, il y a l'OMS. Alors tu sais que je suis un fan inconditionnel de l'OMS. On a vu leur utilité d'ailleurs et on voit leur utiliser régulièrement qui a fait un programme pour améliorer la qualité des soins en santé mentale et du coup, ils balancent des trucs et des machins. Et c'est très bien, mais faut voir si ça marche ou pas sur le sujet en France, c'est pas clair.
Et du coup, c'est qui va vérifier tout ça? Qui c'est qui va vérifier qu'on fait bien les choses, tu vois? Parce que honnêtement, on fait déjà pas très bien les choses, je trouve. Donc ma question, je me dis, ben, on va abolir la contention. Ça se trouve, ça va être pire qu'avant, tu vois? Je sais pas, moi j'en sais rien. Qui va vérifier quel retour on va avoir, quelles données on va avoir? Parce que là, ce qui se passe à l'HP, c'est le flou. Tu vois, t'as pas trop de retours. Tu vois? Est-ce que c'est le juge des libertés qui va gérer tout ça? J'espère que non, parce que j'ai contentionné pas mal de fois, enfin j'ai prescrit une contention pas mal de fois, et il y a des réglementations que j'ignorais et que j'ignore encore, ok? Parce que c'est impitable et parce que de toute façon on pouvait pas les appliquer. C'est aussi simple que ça. Il y a un moment ils ont fait quelque chose, il faut faire ça tous les 6 heures ou les 4 heures. Je ne les connaissais pas à l'époque et je les connais toujours pas, tu vois. On met les gens en programme de soins et on les oblige à venir aux consultes. Et si tu viens pas, eh ben, tu peux les réhospitaliser en théorie. En vrai, c'est n'importe quoi. Ça marche pas du comme ça. Ouais, puis même, enfin, je veux dire, quand moi je suis partie de l'hôpital psychiatrique, c'était à peu près 1 an après toi, un peu moins. Ils avaient mis en place des nouvelles réglementations où il fallait signer les soins, enfin, les contentions, mais genre hyper souvent. Bah, pour ce qu'on était présent, tu vois. Enfin, Voilà. je veux dire, Et en fait, c'était débile parce que c'était les secrétaires qui géraient ça, de fait, les ouais. papiers à signer. Et en fait, moi, j'ai vu des gens signer Sans voir les gens. sans voir le patient, quoi. Mais oui. Et puis le coup du. C'est complètement... Mais c'est ça. Enfin, tu vois, donc c'est des règles. Donc les gens créent des règles, mais les règles ne peuvent pas être appliquées. Du coup, elles sont violées. Et donc c'est une farce. C'est une farce macabre, mais une farce quand même. Tu vois, je veux dire, ça n'améliorerait pas la qualité des soins. Je sais pas. Ça ferait de la paperasse. Tu perds du temps médical. Et au final, bah, c'était 30 crédits, tu vois. C'est comme le coup de faire du Zopiclone, une ordonnance tous les mois. Il y a des médecins qui font 6 mois et puis qui restent, tu vois. Du coup, t'as pas amélioré la sécurité d'emploi. T'as juste fait faire de la paperasse. Ouais, Donc, ça. effectivement, je sais pas si le JLD pourra faire ça. Il y a le contrôleur général des lieux de privation de liberté. On m'a dirigé vers ce rapport sur les réseaux sociaux. J'ai dit, il y a quoi comme truc intéressant à lire? J'ai lu le truc sur l'apathie psychiatrie. Alors, ça fait 250 pages, évidemment, tu le connais. Hein. Il aime bien. Hein. Donc, j'ai lu la partie sur la psychiatrie, je crois. T'as 20 pages glauques. Ouais. Glauques à souhait. C'est glauque. Je pense que je vais faire un copier-coller sur le Substack pour que les gens se rendent compte. Les types, ils te racontent qu'il y a des lieux où c'est n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils te mettent, les psychiatres nous répondaient, je n'ai pas à répondre à vous, je réponds à Dieu ou à mes patients. Enfin, des trucs, mais complètement, mais what the fuck. Et donc, quand tu lis le rapport, tu dis, bah, putain, c'est chaud. Et en fait, il s'est rien passé. C'est-à-dire que tu as un rapport. Comme ça. En France, on est très bon pour faire des rapports. Et ils ont l'air pas mal, les rapports, en vrai. Mais bon, c'est jamais rien. Mais c'était ouf. Et donc, en fait, je regarde celui de 2023, c'est pareil, 2022. Et donc, il y a un gars qui fait des rapports, qui écrit vraiment ça déconne complet. Et après, je sais pas où ça va. Mais il y a une inaction. Je veux dire, moi, honnêtement, c'est même pas contre lui. Je pense que le système, tu vois, est fait pour qu'il n'y ait pas de réponse. Mais enfin, moi, je vois ça. Et c'est mon boulot, et je pense j'appelle les flics. Tu vois, je veux dire, un truc de vous. Alors tu vas me dire, oui, mais il y a des fois ils ont fait ça et l'hôpital a changé. Enfin, lis le rapport, honnêtement. Lis le rapport, tu vas voir, c'est pas lui qui va changer le truc. Et alors c'est pas la HAS. La HAS est un mensonge. Il leur en veut à la HAS quand même. Honnêtement, j'ai rien contre eux, mais je pense qu'ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Le dernier exemple en date avec l'hôpital de Laval où ils notent l'établissement 90 sur 100, le patient 95 sur 100, les équipes de soins 94 sur 100. Quand tu arrives dans le service de psychiatrie, il y a marqué qualité des soins confirmés, t'es rassuré, t'es content. Et en fait, sur le site de la HAS, hein, si tu cliques un peu, tu tombes sur médecine, chirurgie obstétrique, tu vois, donc ça c'est la majorité des services. 37% des patients hospitalisés recommanderaient certainement ces établissements. Ça fait pas beaucoup. Si tu regardes sur d'autres établissements qui sont notés à peu près pareil, parce que si Laval est à 90 sur 6, 90 sur 100, ben, globalement, les notes, les établissements sont notés entre 90 et 100, quoi. Et tu te dis, mais est-ce qu'ils se foutent de la gueule du monde? Et quand tu es là à la certification HAS, tu sais, c'est du foutage que c'est du foutage de gueule. Les mecs sont prévenus, l'hôpital est prévenu des mois avant de ce qui va être fait. C'est une farce obscène. Oui, c'est que de l'administratif, hein. Faut vraiment bien avoir en tête que la qualité des soins, ils en ont rien à faire. Oui, regarde si t'as coché tes caches d'eau, mais je veux dire, ça pourrait être filmé. Il faudrait qu'on fasse une caméra cachée un jour parce que c'est glauque, hein, c'est glauque. On l'avait fait sur une vidéo, mais ça n'a pas pris une ride, tu vois. Ouais. Tu n'as pas les mesures, tu n'as pas l'infrastructure
nécessaire pour évaluer ce que font les gens. Et donc, tu peux mettre une mesure si tu veux, mais je sais pas comment tu vas faire, tu vois. Faut évaluer d'abord. Toi, si tu me dis, Michael, arrête de boire 6 litres de vin par jour, et que je te fais d'accord, tu dis pas, OK, merci. Tu vas dire, comment on va vérifier que tu vois, tu vas dire, c'est le minimum. Et ben là, tu peux pas le faire, quoi. Tu peux pas le faire. Et alors, il y a Mathieu Bellassène qui a fait un livre qui est assez bien sur ce plan-là, parce que il te donne des exemples où, l'hôpital faisait n'importe quoi et la HAS avait certifié quelques semaines avant, pas de souci. Et en fait, moi j'ai de la sympathie pour ce qui lui est arrivé quand même, parce que visiblement il s'est battu. Si j'ai bien compris ce qui est écrit dans le bouquin, j'étais pas là, je n'ai fait que le lire tard la nuit. Et ben en gros il s'est battu parce que pendant le Covid il y avait des restrictions de liberté qui étaient massives, qui étaient faites n'importe comment partout, et dans son hôpital il a dit c'est quoi ce bordel, et on l'a fait chier pour ça. Et je crois qu'il s'est fait virer, un truc du genre, et qu'il a gagné quand même. Après on a reconnu que l'hôpital avait fait n'importe quoi, mais il s'était rien passé de particulier. Ce qui est intéressant, c'est que il y avait le plan OMS Quality Right dans son hôpital quand ils ont fait ça. Donc, il y a un moment, il fait une remarque où il dit voilà. Il dit non, dis ce qu'il dit parce que. Il dit que c'était peut-être pas très très utile d'avoir le OMS Quality Right machin, et c'est peut-être un truc encore une petite usine à gaz qui fait pas grand-chose. Je crois que c'est ça. Me prenez pas au mot. Tout ce que je dis là, de toute façon, faut vérifier. Mais voilà. Il a aussi fait dans son bouquin, et là, c'est vrai que j'ai un peu plus on est plus en désaccord. J'en parle, c'est pas une critique du bouquin, tout le monde s'en fout. C'est plus que quand j'ai dit il y a quoi comme chose intéressante sur la contention, son bouquin c'est abolir la contention. Donc j'ai beaucoup de monde qui m'a dit il y a ce bouquin, donc j'ai lu le bouquin. Et il y a une espèce de mélange, parce que il te dit qu'il veut abolir la contention, et il te défend aussi la psychiatrie institutionnelle, donc le secteur qui écoute les gens par opposition aux enflures. Le secteur communauté, quoi. Le secteur communauté avec des clubs et des machins par opposition à ces néolibéralistes capitalistes qui font que prescrire des cachetons aux gens pour les shooter. Ça, c'est moi. Il défend l'utilisation du packing. Alors, le packing, pour ceux qui connaissent pas, c'est d'enrober les gens dans des draps plus ou moins humides et frais. Il y a des considérations neurobio derrière qui sont là. Il faudrait faire une étude. Tu ferais une RCT packing versus contention avec un matelas climatisé un petit peu froid. C'est pas dégueu, honnêtement. Tu peux presque la faire en simple aveugle, parce que si tu mets un truc sur les gens. L'idée générale du packing est quand même que c'est plus recommandé du tout. Alors moi, sur le packing, honnêtement, j'ai vu des packings extrêmement violents où les gens étaient pires que contentionnés parce qu'ils sont les membres vraiment collés les corps. Il y a des endroits où je vois pas trop comment on peut demander d'abolir la contention et défendre le packing. Bon, moi, je ne suis pas d'accord, on va dire ça comme ça. Et alors, il y a un truc qui, moi, m'a fait péter un plomb, c'est sur la fonction du symptôme. Et donc, en fait, quand les gens délirent, il y a un rôle à l'expression de ce délire, et tu peux pas juste essayer de le supprimer, il faut le comprendre. Et dans cette transformation qu'il peut y avoir avec la relation aux soignants, tu peux trouver le salut. Donc moi, le plus classique, c'est Michael, tu fais pas des dépressions pour rien. Quel est le rôle de cette dépression? Et il y a des psychiatres qui, je pense, m'auraient laissé me buter, alors que, la question fréquente, c'est, est-ce que tu as déjà vu des patients qui font des dépressions sans raison? Et moi, je l'ai vu, et les études l'ont vu. C'est aussi simple que ça. Et le jour où j'ai trouvé les bons méthodes, j'ai arrêté de faire des dépressions de nulle part. Et j'ai fait une 20aine de dépressions sans aucune fucking raison. J'étais en pleine forme. J'étais pas j'étais bien. Et ça revenait, et ça revenait, et ça a failli me buter. Et j'ai vu, je sais pas combien de psychiatres humanistes, transférentiels, qui essaient de comprendre la raison de ces symptômes. J'ai vu des psychiatres, des psychologues. Je suis sur le coup depuis que j'ai 12 ans, si tu veux. C'est ça. Et puis là, il y a 2 étapes à ce truc-là. C'est déjà, il n'y a pas toujours une raison. Puis même quand il y en a une, de la trouver, ça sert pas toujours. Alors en plus, je vois pas trop, tu vois, on aurait trouvé la raison. Je sais pas trop ce que j'aurais fait de ça, tu vois. Genre, vous êtes fait violer dans l'enfance, c'est ça qui fait que vous faites des dépressions. Pourquoi pas? Mais après, si t'as déjà fait de l'EMDR, tu vois, faut faire gaffe, à mon avis, et du coup, dans ce bouquin, il y a pas mal de trucs. Il y a des liens vers des sociétés qui sont carrément anti-psychiatrie. Alors, j'aime pas trop mettre de label, mais là, c'est
elle qui se revendique comme ça, tu pourrais à ce stade virer la sismo, virer plein de trucs, faire un paquet de ménage. Bon, c'est vrai que je suis pas extrêmement convaincu. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait abolir la contention, point. Et dans mon autre livre, restaurer la psychiatrie institutionnelle, etc. Moi, je suis pas un spécialiste de l'histoire, mais j'ai l'impression que la psychiatrie institutionnelle, quand elle était présente, était omnipotente et on ne faisait que ça, et que ça a perdu un peu de sa superbe par rapport à la psychiatrie neurobio. Les deux, quand ils sont exclusifs, sont aussi dangereux l'un que l'autre, à mon avis. Mais je veux dire, ça a perdu du terrain aussi parce qu'il y avait des sacrés travers avec la psychanalyse. Et la psychanalyse a du sang sur les mains. Et moi, j'aimerais bien qu'il y ait des psychanalystes qui disent, écoutez, on a fait quand même pas mal de merde et on aimerait bien, on reconnaît ça et du coup, on va essayer de modifier les choses. Tu vois, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de ça, tu vois. Et moi, quand je prescris, il y a aucun doute que des fois, je prescris trop, il y a aucun doute. Oui, oui. Mais je pense pas que ce soit rendre service à qui que ce soit de faire des clichés, tu vois, de dire les psychiatres, ils prescrivent des neuroleptiques pour casser les gens. Alors, et il y a pas mal de propos un peu comme ça là-dedans qui, moi, m'ont pas vraiment plu. J'ai fait mon premier stage d'interne en secteur, c'est bientôt fini, en secteur institutionnel. Moi, je me souviens le jour du stage, j'ai choisi, c'était le secteur, je sais pas combien, et je dis, je prends le secteur bidule, et les gens me regardent et ils me font, Mickaël, t'es sûr? Je fais, oui. De toute façon, pour moi, c'était le secteur 1, 2, 3, 9, 10, j'ai pris un chiffre au pif, quoi. Parce que c'est de la psychiatrie institutionnelle. Puis mais c'est quoi ça? Et personne n'a pu me dire, honnêtement. J'ai eu des définitions du genre, c'est un endroit où, tu vois, c'est pas le psychiatre qui décide tout, ça se discute en équipe. Bah écoute, oui, moi, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. En plus, je suis interne, je connais rien. Donc, je vais dire, quand tu es interne, les infirmiers, ils en savent 20 fois plus que toi. Tu vois. Quand tu commences, oui. Et puis, il y a des infirmiers qui en savent plus que moi. Il y en a, ils sont en psychiatrie depuis 50 ans. Donc, moi, ça fait 10 ans que je bosse. Tu vois, ils en savent plus que moi. Donc, je suis arrivé dans le secteur et j'ai fait de la psychiatrie institutionnelle et c'était traumatisant. C'était traumatisant. J'ai vu des prescriptions surréalistes. Le secteur était tellement institutionnel, les gens venaient tellement vivre dans le secteur et n'en ressortaient jamais que ce secteur était toujours plein. Et du coup, tu avais tous les jours des gens qui appelaient et disaient donc, on a 9 patients à vous dans mon secteur, quand est-ce que vous avez de la place? Et on n'avait pas de place, on était en train de faire du banjo avec les patients, tu crois quoi. Et donc, tu avais des gens qui revenaient et puis sortaient. Pourquoi vous revenez? Je m'ennuie, ici, il y a des clubs et tout. Et c'est vrai que je m'étais dit, si c'est ça, je suis pas convaincu, tu vois. Mais chacun son truc. Par contre, j'ai vu des problèmes avec la psychiatrie institutionnelle aussi. Souvent avec des problématiques de restriction de liberté, tu vois. Donc, par exemple, un patient qui était en chambre d'isolement depuis des années, qui étalait les selles sur ses murs et tout, en fureur maniaque, non-stop. Okay. Et il y a un jour, un interne qui s'est pointé et qui dit, mais pourquoi on fait pas de la sismo, en fait, c'est quoi ce bordel? Un interne. Hein. Et le secteur a dit, pourquoi pas? De toute façon, là, c'est quand même la merde. Hein. Et il y a eu de la sismo et le patient a pu prendre un logement autonome et rentrer chez lui en journée. Je sais pas si tu te rends compte de l'effet du truc. Je sais pas si tu t'imagines. On est à N égale 25 000 médocs. Il y a eu du packing, il y a eu du machin, il y a eu tout là sur ce patient. Et avec un petit sismo, il rentre chez lui. Et en fait, il y avait plus assez de soignants pour accompagner le patient à la sismo. Parce que le patient, le matin, faut y aller à 2 soignants. Parfois, est-ce que la sismo, il y a des fois des gens qui s'agitent, alors faut les contentionner chimiquement, entre guillemets, tu vois, faut les sédater, enfin, ça, c'est quand même pas agréable. Et puis, ça fait 2 soignants qui sont avec un patient. Donc, vu qu'il y a 40 lits ou un truc du genre, c'est pas bon. Donc, les soignants étaient en difficulté parce que quand ils revenaient, il y avait plein de bruit. Du coup, ça s'est arrêté, les sismos, on a fait laisse tomber. Et du coup, le patient s'est pendu, tu vois. Oui. Et donc, c'est un exemple de, tu peux vraiment pas juste te dire, on va faire ça et en avoir rien à foutre de ce que tu as dans la besace, c'est pas possible. C'est insultant pour les gens. Tu vois, c'est comme si tu dis, on va faire l'année de la santé mentale 2025, alors que t'as rien. Ouais. On est en septembre, dans 2 semaines, et il y a rien. Il s'est rien passé. C'est une farce immonde. Il y a eu des pénuries comme jamais. Ouais. J'ai rencontré la NSM. J'ai rencontré la NSM avec le syndicat Jeunes Médecins. Je parle en mon nom, pas au syndicat Jeunes Médecins. C'était grotesque. Il y a un moment, il y a un gars qui m'a dit, j'étais en train de leur expliquer parce que visiblement, ils connaissaient rien. Ils connaissaient rien du tout. Il y a un moment, le gars, il me dit, mais arrêtez votre attitude, on n'est pas expert. Mais justement,
Justement, c'est ça le problème. Tu sais qu'on va venir et tu connais rien sur rien. On fera une autre vidéo sur le sujet, mais c'est un truc de ouf. Et après, il y a le JLD. Donc, moi, j'ai découvert aussi très rapidement la problématique du soin sous contrainte. Et il y avait une patiente qui était là et qui allait pas bien, tu vois. Et c'est moi qui l'a géré. Tiens, vas-y, Michael, gère. Bon, ben, moi, j'avais encore des dents de lait à cette époque, donc je savais pas trop quoi foutre, hein, je t'avoue. Et puis, rapidement, au bout de 2 semaines, c'est revu, la mesure est revue. Puis j'arrive un jour et on me dit, tiens, la patiente, elle sort. Et je fais, ah ouais? Et il me fait, ouais, le juge de liberté a dit que machin. Donc, j'ai jamais su s'il y avait un problème on n'avait pas signé le bon truc, ou si le juge, des fois, le juge, il dit, bon, écoutez, elle a pas l'air si mal et elle sort. Enfin, c'était un vice de forme, quoi. Je sais pas si c'était ça. Non, parce qu'aussi des juges qui disent, elle a pas l'air si mal et elle sort. Alors là, il y a les juges qui vont dire, oh là, mais il en veut au juge, mais non, on fait jamais ça. Si, t'as fait ça. On en a vu, on en a vu. Donc, toujours est-il qu'elle est sortie. Et ça n'a pas trop dérangé personne. Et moi, à l'époque, je ne savais pas que tu pouvais refaire un certif immédiatement pour la garder au chaud, tu vois. Donc, elle est sortie. Et donc, le PH a dit... Le PH a dit, on la laisse sortir, tu vois, on se bat pas, quoi. Et elle a sauté du 6e étage 2 jours après, si tu veux, mère de 4 enfants. Et c'est là où, c'est vrai que, tu vois, c'est ce genre de situation où tu dis, bon, ben, est-ce que vraiment de faire des papiers, tu protèges les gens comme ça? Je ne sais pas. Je suis pas sûr. Tu vois, je suis pas sûr. Donc, pour moi, il y a des interrogations qui devraient être mises en place. Et j'aurais bien aimé que quand on met en place des mesures, on évalue leur efficacité avant. Ouais. Ce serait bien. Avant de les mettre en place. Ce serait pas mal, tu vois. C'est le principe des études. Si moi, je vais chez mon médecin et qu'il me file un médoc, j'aimerais bien qu'il y ait des études sur le sujet et qu'il me les montre avant de me filer le médoc, tu vois. Et en politique, c'est quelque chose qui est systématique. Tu décides des trucs, parfois en te foutant complètement détonné, tu vois, genre j'en ai rien à foutre. Et parfois, tu fais même pas d'études après pour voir si ça marchait ou pas. Et là, la contention, c'est de la médecine. Donc, pour moi, si tu veux justifier de prescrire encore de la contention, tu dois prouver que ça marche et prouver que c'est pas pire que d'autres trucs. Donc, tu dois faire une étude randomisée. Tu vois, quand les antipsychiatriques te disent, ouais, mais il n'y a pas d'étude machin, sur ça, ils ont raison. Clairement, ils ont raison. Pour moi, tu fais une étude, c'est pas compliqué. On est en train de dire qu'il y a énormément de gens qui sont contentionnés. Du coup, c'est cool, l'étude n'aura pas besoin de durer très longtemps. Tu prends les gens, ils arrivent aux urgences, ils vont être hospitalisés en psychiatrie, tu prends une boule, lui, il sera contentionné, lui, il sera pas contentionné. Évidemment, c'est ça. Donc c'est là où je te disais tout à l'heure, non. Pourquoi? Il y a un gars qui dit, lui, je veux le contentionner, et après, il y en a un autre qui fait la randomisation. Là, ce que tu dis, c'est n'importe qui arrive, et lui, tu le contentionnes, lui, tu le contentionnes. C'est ça. Genre, un mec qui arrive qui est pas agité, tu le contentionnes. Ah oui, non, d'accord, oui. Pour les gens qui sont contentionnés, oui. Oui, t'as raison. T'as un gars qui, oui. T'as un gars qui arrive. C'était tellement évident, moi. T'as un gars qui arrive et tu dis, on doit le contentionner. Il y a une fois sur 2, tu le contentionnes pas. Et hop, c'est fini. Hop, c'est fini. Tu prends 200 patients et c'est fini. On n'en parle plus. On a les chiffres de gens qui sont hospitalisés en soins sous contrainte et qui sont contentionnés. Donc, on peut faire les calculs de puissance et de patients nécessaires et tout. On peut tout faire. Ça peut se faire demain. Je suis con et je peux te faire le design de l'étude. Donc, il y a des mecs beaucoup plus malins que moi qui pourraient faire l'étude et c'est fini. La discussion s'arrête là. T'as même pas besoin de débattre. Tu vois, tu fais l'étude. Si on voit que c'est pire, on ne fait pas. Si on voit que c'est pareil, on arrête de contentionner. On est d'accord, c'est simple. Si on voit que c'est mieux, on arrête de contentionner. Mais c'est aussi simple que ça, tu vois. Et tu prends les données, et tu prends des données sérieuses. Tout à l'heure, dans l'étude, là, les mecs, ils ont dit, il y a une augmentation des prescriptions de si besoin, mais on n'a pas la moindre foutue idée des prescriptions de base. C'est quoi ce bordel? Les types, ils ont publié dans un journal de l'American Psychiatric Association, et il n'y a pas un gars qui s'est dit, on va mettre la liste. Enfin, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Donc, tu fais une étude sérieuse, hein, et hop, tu as la réponse à la question. Et je crois que c'est la dernière diapo. Il y a eu un moment une réflexion sur on aurait bien aimé que le juge des libertés, enfin le contrôleur général, privation de liberté, aille en EHPAD. Parce que c'est un fait, la psychiatrie, ça contentionne, mais un des facteurs de risque d'être contentionné, c'est d'avoir des maladies organiques. Hein, donc, tu peux te retrouver contentionné quand tu fais un AVC, d'accord. Et 2, en EHPAD, il y a des patients qui ont des maladies neurodégénératives, qui ont des démences, et du coup, qui sont perdus. Et du coup, c'est pas compliqué. Moi, j'en avais on a appelé au centre antipoison, où elle n'était pas contentionnée. Du coup, elle mangeait des pains de savon. Et c'est vraiment très problématique. Elle a fini par en décéder d'ailleurs. Et du coup, toujours la question, c'était est-ce qu'on la contentionne ou pas? Parce que maintenant, ça contentionne plein de tubes en EHPAD. Qu'est-ce que tu vas foutre
si tu vois, enfin, qu'est-ce que tu t'attends à retrouver en EHPAD? T'as vu comment c'est catastrophique en psychiatrie? C'est ça ce que j'allais dire. En psychiatrie, là, on est censé être formé à ça. C'est la cata. C'est la cata. Le contrôleur, il fait un rapport où c'est Bagdad. Tu l'envoies en EHPAD, tu t'attends à quoi? Honnêtement, tu vois, tu fais un peu de... encore plus en sous-effectif. Mais là, mais enfin, je veux dire, parce que moi, je vois des patients, des soignants qui bossent en EHPAD. Donc, c'est Arnaud Chiche qui disait ça. Je suis assez d'accord. Moi, je suis un psychiatre de terrain. Je suis un médecin de terrain. Donc, tu peux pas me raconter n'importe quoi. Donc, moi, quand j'ai des patients qui bossent en EHPAD et qui sont soignants et qui me racontent, j'ai une vague idée de ce que c'est. Et c'est dégueulasse, tu vois. Et c'est dégueulasse. Donc, te fous pas de moi quand tu dis, on va envoyer le contrôleur de liberté en EHPAD. On sait que c'est dégueu. Et deux, qu'est-ce qu'il va faire? En psychiatrie, il se passe rien. Tu peux l'envoyer partout, le contrôleur. Tu peux lui faire les tours de la ville. Il se passe que dalle. Ça sert à rien d'avoir un contrôleur qui fait, ça sert à que dalle. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal de boulot pour nous. Mais après, si tu veux l'envoyer en EHPAD, honnêtement, pourquoi pas? Il fait ce qu'il veut. J'ai pas de souci. Et là, c'est la dernière. Pourquoi est-ce qu'on n'abolit pas les soins sous contrainte? Tant qu'à faire. On pourrait aller plus loin que ça parce que, et il y a des gens qui vont loin comme ça. Il y a des gens qui te disent, les contentions se font majoritairement sur les soins sous contrainte. Donc, on enlève les soins sous contrainte et on empêche aux gens d'être hospitalisés sous contrainte. Il y a une RCT sur ça. Tu vois? Est-ce que on laisse tomber et on enlève les médicaments obligatoires? Parce que tu peux être hospitalisé. En fait, le fait d'être hospitalisé en sous contrainte te donne pas le droit de filer des médocs aux gens. Donc, tu pourrais aussi dire, on fait ça, mais on arrête de forcer les gens à avoir des médocs et on laisse la relation transférentielle faire le truc, etc. Et il y a des études sur le sujet. Il y a des études qui sont parfois très contradictoires. Donc, en fait, il y a un paquet d'études. Donc, le message, parce que ça fait tard là, c'est tu ne viens pas débattre sans études. Je parle pas à France Info, là, parce qu'évidemment, on n'avait pas France Inter, on n'avait pas à sortir les études, mais il ne peut pas y avoir de débat sans données. Sinon, c'est des avis d'experts et ça n'intéresse personne, tu vois. La médecine était pas de la médecine quand on faisait des trucs avec des avis d'experts, ok? Donc, il faut sortir les données. Deux, il y a mine de rien, pas mal de données qui convient d'être commentées. Et après, t'es pas obligé de suivre les données. Tu vois, si tu me dis les données sont pourries parce que, on fait autre chose. Mais s'il y a pas de données, tu fais les données, tu fais une étude randomisée, c'est pas compliqué. Voilà, c'est tout. Est-ce que tu as des choses à commenter? Non. Non. Donc, la psychiatrie n'a pas de quoi se payer ses ambitions quand ils disent on abolit la contention. Ça n'est pas possible. C'est à mon avis, un mensonge. Tu peux pas faire n'importe quoi et dire, là, on va faire. Et quand tu dis, on fait, ouais, mais en Suisse, ils l'ont fait. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas le même pays. Ça n'a rien à voir. Et si tu penses que les régions sont les mêmes en France, que l'hôpital psychiatrique de Laval, c'est le même qu'à Vaulvert, machin, ça n'a rien à voir. Tu peux pas dire que la psychiatrie est une problématique sociétale et que les gens, et après juste prendre les HP et disent, on finit. Montre-moi comment ça se passe aux urgences aussi, tu vois, parce qu'aux urgences, c'est en amont. Il y a le Project Beta, c'est des études aux urgences, tu vois, il y a énormément de données, en fait. Donc, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de données et moins d'avis. Et quand les gens donnent leur avis et qu'ils sont tranchés, ça ne fait rien, ça ne change rien, et qu'il n'y a pas de données, je suis pas rassuré du tout. Alors que je serais le premier à arrêter les contentions parce que personne n'aime ça. Ouais. Ok. Moi, c'est là où je me suis fait menacer de mort. Je veux dire, j'insiste, c'est vraiment pas agréable. Allez. Bonne soirée. Bon courage.